Personne à part toi-même ne peut te donner la permission. Donc il n'y a rien à attendre de personne. Il faut faire les choses, il faut les provoquer. Je crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin. C'est grandir à l'intérieur. Je crois qu'il faut se brûler. Il faut vivre, se reconquérir. Parce que les femmes sont fortes. Celles qui osent. Bonjour Sonia Mella, on te remercie beaucoup d'avoir accepté notre interview pour Celles qui osent. Donc Sonia Mella, c'est une voix de Radio France, une zèbre hypersensible, émotionnelle à haut potentiel, une femme fascinante avec une appétence insatiable pour le savoir, la culture et les autres. Elle est aussi actrice, elle a joué dans Nour dans Il Bene Mio de Pippo Mezzapesa. Alors sans l'accent italien. Pippo Mezzapesa. Est-ce que, Sonia, tu pourrais revenir sur ton enfance, celle qui t'a fait devenir grandir déjà et puis devenir petit à petit la femme que tu es aujourd'hui? Waouh, merci toute l'équipe de Celles qui osent. Je suis vraiment fan de votre magazine et c'est un grand plaisir d'être au balcon, d'être dans le boudoir de toutes ces femmes. Ça a été une vraie belle découverte. Donc, longue vie à ce magazine, plein d'ailes de papillon pour aller dans de très hautes sphères. Alors, je suis née à Paris, dans le 9e arrondissement, dans la même clinique que Johnny Hallyday. J'adore le dire, je ne sais pas pourquoi. Ça labellise quelque chose déjà. Mes parents étaient restaurateurs, donc j'ai grandi, dormi, appris à parler, appris à écouter au comptoir des bistrots de mes parents. Le premier a été le terminus, c'est celui qui m'a vu naître. C'est-à-dire que quand je suis sortie de la maternité, ma mère m'a amenée dans le landau directement, place de la République, et c'était la première visite avec cette immense tribu qui était la famille quoi, au comptoir. Et puis après, il y a eu le bar de l'avenue où là, c'est plutôt de 8 à 17 ans à peu près. Le bar de l'avenue a marqué plein d'autres émotions. Il y avait le rapport au jukebox. D'ailleurs, quand le bar a été vendu et que le fabricant est venu chercher le jukebox, ça a été un déchirement, mais vraiment. J'oublierai jamais. J'écoutais un disque qui disait allez, c'est le dernier, ma petite, c'est bon, il faut débrancher. Ils débranchent et ils prennent le jukebox. Et j'aurais voulu avoir la force de dire non, je veux le garder, je veux le garder. Pourquoi? Parce qu'il y avait la mémoire musicale de tous les clients, en fait. Tous les clients du café, chacun avait sa musique. C'était quelque chose de très sacré. C'était comme le petit temple de ressourcement, en fait. Comme les bancs d'une église, comme quelque chose qu'on partageait tous ensemble. Et puis, il y a tous ces bruits liés au jukebox. Tu mets la pièce dans la fente et puis tu entends le système chercher le disque, le vinyle qui se branche, la musique. Et c'est magique, c'est quelque chose dont je ne pourrais jamais me séparer. Il y a des parfums, il y a l'odeur de la banquette en cuir rouge sur laquelle je m'endors souvent. Cette banquette, je l'adore parce que je m'y pose en sortant de l'école, au coin d'une table, parce que je suis un peu l'écrivain public du café. Je sors de l'école, je cours. Je vais jamais au goûter de mes copines, parce que les copines de mon âge ne m'intéressent pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est les adultes. Et en fait, les clients m'attendent pour lire et écrire leurs lettres, pour le bled, pour la prison. Et là, j'ai 8 ans quand je commence ça. Je suis détentrice de secrets énormes, mais que ce soit de gros coups d'escrocs qui ont été organisés dans Paris, que ce soit des lettres qui vont traverser la Méditerranée, un peu mises dans des bouteilles à la mer quelque part, des lettres d'amour, mais aussi des lettres pour aider à demander une aide, une mise en place d'une retraite par exemple. Voilà, on mettait du papier d'Arménie dans des lettres. Et du coup, alors mes parents ne me protégeaient pas du tout de ça.
il n'y avait pas de cadre du genre, voilà, après l'école, on rentre, les devoirs, le bain, dodo, tatati. Non, je crois que c'était un peu une vie déjà de spectacle, quoi. C'était entre le jukebox, les bouteilles de champagne des clients, les engueulades. Voilà, j'ai vraiment cette image-là où je m'endors sur la banquette. Je fais mes devoirs un peu comme ça à l'arrache. Et puis, cette vie très vite d'adulte et cette vie aux tables de tous ces clients qui parlaient toutes les langues, en fait. C'était un petit village. J'ai entendu toutes les langues. Il y avait une population pieds noirs, il y avait une population portugaise, italienne, africaine, une population de quartiers, de gens de bureau. Donc, ça a été un apprentissage de la société, quoi, des gens, en fait. Tu pouvais poser une caméra sur le comptoir et tu avais, les prémices je sais pas, d'une série Netflix hyper réaliste. Donc, j'ai vraiment grandi dans ça. Et après, donc, cette partie de ma vie se termine parce que mes parents vendent, ils sont épuisés par ces métiers-là. Et donc, ça coïncide avec mon bac. J'ai un bac européen au lycée Voltaire, donc mention spécialité italienne. Alors, l'italien, parce que c'est juste une note de cœur, c'est quelque chose, je ne peux pas te l'expliquer. Donc, on pourrait dire que j'ai une première vie italienne, que j'ai un karma italien. En tout cas, il y a une vibration très, très forte avec cette langue et ce pays-là, si bien que j'ai décidé de suivre cette vibration, que je me suis toujours dit que c'était plus intéressant de suivre le mystère plutôt que quelque chose qu'on connaît déjà. C'est vraiment ça, quoi. Je suis dans le métro, j'ai 8 ans par exemple, et un touriste parle italien, mais ça me prend du cheveu du front, du premier cheveu du front à l'ongle de l'orteil, quoi. C'est un truc que je connais déjà, certainement. Là, donc, j'entre en première année ensuite à l'école des hautes études internationales et diplomatiques. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je m'inscris en fac de lettres et langues donc à la Sorbonne et il y a 10 heures de cours qui s'affichent par semaine et je me dis, mais c'est rien, quoi. C'est rien. Donc, tu n'as pas de valeur, Sonia, si tu fais que ça. C'est trop léger, c'est trop facile. Et du coup, ayant l'impression que c'était pas assez, je m'inscris à cette école des hautes études politiques. En fait, il fallait que ce soit comme ça. Il fallait que ce soit varié, chargé, plein. Il y avait une peur du vide, en fait. Et surtout, comme je disais, une non-validité quoi, de la légèreté. Donc après ces études-là, je fais un an Erasmus en Italie. Et là, c'est la façon de vivre dont j'ai toujours rêvé. C'est-à-dire que j'ai un job dans un bar à Portofino, j'ai une Vespa, j'ai un petit appart sympa, je bosse, je suis dans une compagnie de théâtre. Comme je suis bilingue, je commence à faire des voix à Milan, parce on n'est pas très loin de Milan et c'est le siège de l'audiovisuel. Donc je m'approche de mon rêve, en fait, qui est un rêve de Dolce Vita italienne, quelque part. C'est-à-dire que, très étrangement, c'est le cinéma italien qui m'a donné envie d'être actrice et réalisatrice. C'est vraiment cette esthétique-là, c'est vraiment cette lumière-là, ce sont ces dialogues-là très spontanés, ce sont ces portraits de femmes aussi, ces matrices, ces femmes, j'ai envie de dire femmes-femmes, Anna Magnani, Claudia Cardinal, ces femmes qui sont mamas, qui sont voluptueuses, rondes, en rondeur, extrêmes, piquantes, aimantes, trop de ceci, c'est toujours trop. E mannaggia, e allora, ma che fai? Andiamo, banana. Et c'est cette musique dans les dialogues et c'est tout ce cinéma néoréaliste, quoi. Donc, je m'approche petit à petit de mon rêve et puis, bon, malheureusement, je dois rentrer à Paris parce que mon père fait un premier AVC. Et là, pour moi, ça se discute pas, quoi. Il faut que je rentre voilà, auprès de lui. Donc, c'est vrai que ma vie a été comme ça. À partir de là, plusieurs allers-retours entre l'Italie et Paris qui a contribué à créer un puzzle finalement
qui s'équilibre naturellement, qui me fait penser que j'ai besoin de tout ça. J'ai besoin d'être à Paris, mais quand je suis à Paris, j'ai envie d'être à Rome. J'ai appris avec le temps à prendre le meilleur de chaque situation. Quand je suis à Rome, Paris me manque. Et en même temps, quand je suis à Rome, en Italie, je me suis jamais sentie autant française. Ça, c'est un truc, on m'appelle Sonia la francese. Et à Paris, je me suis jamais sentie aussi maghrébine, en fait. Et c'est très intéressant, cette projection. Mais quand même, le point du juste équilibre, je pense que réellement, il est en Italie, quand même. C'est entre les deux, entre l'Afrique du Nord et la France. Mais oui, prendre le meilleur de chaque situation pour faire un puzzle. Alors oui, j'ai toujours eu besoin voilà, de parler plein de langues. Il y a cette nature, il y a un espèce de truc où si je m'arrête d'apprendre quelque chose, j'ai l'impression de mourir, quoi. Il y a quelque chose. Alors peut-être que je suis trop exigeante avec moi-même, j'en sais rien. Peut-être un petit peu, oui. J'ai vu aussi également que tu avais été modèle, que tu as eu des expériences comme modèle, tu as travaillé pour des marques comme L'Oréal, des enseignes de bijoux, etc. Bien avant d'être interprète pour des migrants au sein d'associations comme Interservices Migrants, tu as aussi multiplié les expériences, les petits jobs qui te permettaient aussi d'aller à la rencontre de l'autre, puisque tu m'avais dit que tu avais adoré l'expérience de vendeuse en duty free. Ah oui, alors c'était super cette expérience en duty free. Alors j'ai un goût du beau que j'assume complètement. Alors le beau, c'est l'architecture, l'esthétique, l'harmonie. Par exemple, mon point d'ancrage idéal, ce serait la Toscane. Parce que c'est très juste dans la répartition entre nature et culture. Alors ils ont ce sens, tu vois, du bon et du beau. Que ce soit à table, l'art de la table, l'art d'avoir des choses de qualité. On est dans la plus petite quantité, mais dans la qualité. C'est important de bien manger, de prendre une bonne farine pour cuisiner, etc. Et du coup, oui, alors j'aime vraiment tout ce qui est beau, l'art de vivre italien. Donc, dans mes études, j'ai fait de l'histoire de l'art. Et j'ai un goût aussi, voilà, pour l'esthétique, pour les belles choses. Et, euh, et j'adore provoquer des collaborations avec des créateurs de mode, par exemple. Et tu as aimé justement cette expérience du mannequinat? Oui, ouais, j'ai adoré. J'aime bien la sensation dans laquelle ça me met, un espèce de truc où… alors, je raisonne souvent en couleurs et en odeurs. Et tout à coup, ça me fait penser à des mercredis rose poudrée, qui sentent d'ailleurs le parfum Santa Maria Novella à Florence, où ça sent vraiment le rose à joues. Ça me fait me sentir petite fille quand on se déguisait le mercredi et où mon père m'amenait à mes cours de danse classique. Ça me fait vraiment penser à ça. En fait, ça me fait retomber en enfance, tu vois, se déguiser, se maquiller. J'adorais mettre. Je comprenais pas pourquoi ma mère portait des perruques. Enfin, c'était la mode. C'est drôle quoi. Elle avait des perruques qu'elle avait gardées, qu'elle mettait quand elle était jeune dans les années 60, quoi. Et j'adorais me déguiser. Donc ça sentait tout ça en fait. Et j'adore toujours hein, le côté en tournage, être dans les loges, essayer les costumes. C'est quelque chose qui fait frémir la petite fille en moi. Et puis après, j'adore aussi être dans l'écoute, dans une posture comme au comptoir, tu vois, de mes parents. Quand je fais mes antennes à FIP, par exemple, quand je reçois des musiciens, j'adore écouter leur parcours de vie, leur parcours, enfin voilà, qu'est-ce qui les a amenés, et, enfin, comment on ose être dans l'expression de soi, comment on s'autorise. C'est vraiment, je pense, la question universelle. S'autoriser. J'ai vraiment appris qu'en fait, personne à part toi-même ne peut te donner la permission. Donc, il n'y a rien à attendre de personne. Il faut faire les choses, il faut les provoquer. Il n'y a que des opportunités à provoquer. Du coup, comment tu arrives à devenir ensuite comédienne? Alors, très vite, il y a une nature comme ça. Alors, moi j'ai commencé le travail sur le corps je parle du corps parce que pour moi, vraiment, le comédien, c'est mon maître de théâtre qui disait ça, Jean Périmoni, c'est un sportif affectif. Pour moi, ça part du corps. Donc, pour moi, ça part de la danse très tôt, l'expression artistique par la danse.
Et après, il y a un espèce de truc où j'adore les humoristes. Alors, j'adore Elie Kakou, j'adore Felag, l'humoriste algérien. Et j'adore, en fait, je commence par imiter les clients du café. Donc, je fais une espèce de parodie tous les dimanches à mes parents où je rejoue un peu tous les clients en sublimant leur histoire et tout. Donc, tout le monde est content. Tiens, fais Rachid, ha 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 ha. Tout le monde, machin et tout. Donc, c'est un exutoire. Et je comprends que l'autodérision, elle a une vraie puissance pour dire les choses, pour les digérer, pour les traverser. Alors, je commence très tôt ado à faire partie de cours, etc. Et je sens qu'il y a un vrai plaisir. Et après, donc, pendant la première année de fac et tout, donc, je, je regarde et tout à Paris, est-ce que je tente un conservatoire ou pas? Et comme je suis aussi intéressée par le cinéma, alors j'hésite entre Florent et Périmonie, deux excellents cours cotés. Et je passe l'audition chez Périmonie et là j'ai un coup de cœur pour le monsieur. Jean Périmonie qui était vraiment un monsieur, un vieux de la vieille, très rassurant, qui avait été sociétaire de la Comédie Française. Il y avait un beau menu en perspective. La première année était consacrée aux fables de La Fontaine, qui sont pour moi vraiment un condensé de toute la philosophie humaine. Genre, chaque fable de La Fontaine est une clé de compréhension de l'humain. La deuxième année était consacrée à toute l'œuvre de Molière. Et en troisième année, on faisait ce qu'on appelle un parcours libre. C'est-à-dire qu'on passait notre temps à écrire, donc à créer des spectacles qu'on présentait au Tristan Bernard. Donc le menu m'a vraiment plu et j'ai adoré faire ce parcours dans cette école-là. Et après, il nous disait d'ailleurs, si on vous propose un casting, dites oui. Si on vous dit, est-ce que vous savez faire ça, dites oui. Vous parlez telle langue, dites oui. Vous avez tel vêtement pour un casting, dites oui. Dites jamais non. Et donc, c'est comme ça que je me suis embarquée dans des trucs, mais waouh, dans des mensonges, parfois pour y arriver. Et puis, c'est vrai, il disait, je l'ai mesuré que plus tard, c'est 9 castings ratés pour un réussi, en fait. Et à la longue, c'est vrai que ça fait beaucoup. Et je ne me suis pas rendu compte de la réalité du métier. C'est-à-dire que, voilà, entre Marivaux, Molière, tous les auteurs que tu traverses, Shakespeare, etc., tu te dis, c'est ça quoi que je vais faire en sortant. Et en réalité, non, quoi, pas du tout, du tout. J'ai mesuré ce que je pouvais renvoyer en fait comme visage, alors plutôt pour l'audiovisuel. Et du coup, ça m'a vraiment mis en rogne et vraiment, vraiment mise en colère. Donc au départ, j'ai quand même créé ma compagnie avec deux autres copines et on a monté quelques pièces. Et après, donc, comme j'avais très envie de cinéma, j'ai commencé à passer des castings et je me suis rendu compte de ce truc-là que en fait, je postulais pour des rôles avec des prénoms français ou autres. Je faisais pas la différence. Et donc, j'ai eu une réaction épidermique où j'ai boudé le métier pendant plusieurs années. Donc, c'est là où j'ai commencé à faire de la voix. Je me suis dit, voilà, personne ne me verra. Puisque c'est comme ça, je vous boude. Et en voix, pour le coup, ça a super bien marché très, très vite. Que ce soit dans plein d'exercices, en pub. Justement, j'avais beaucoup, beaucoup bossé ma diction et tout. Donc, j'ai pu faire des fictions radiophoniques, des lectures de poésie, etc. Être dans quelque chose tu vois, dans le lyrisme que je cherchais. Et puis après, quand même, j'ai appris quoi que, tu vois, le truc s'est un peu calmé. Et puis, parfois aussi, malgré tout, il y a des choses perso peut-être qui se mélangent, de reconnaissance, de labellisation ou pas, d'être aussi pas assez ou peu. Et quand j'ai compris que c'était vraiment un business, ouais, qu'il faut voir son chemin au cinéma comme un business, quoi, comme une carrière, je me suis dit, si moi je ne me positionne pas sur des rôles auxquels les gens pensent pour moi, c'est con en fait, c'est du gâchis. Il n'y avait rien de grave dans ça finalement. Parce qu'en réalité, il y avait deux possibilités. Soit je continuais à bouder le truc et puis je montais ma structure, je faisais mes films et j'essayais de créer un univers un peu à moi. Tu vois, comme je
pense à Jaoui et Bakri qui ont créé leur univers. Ou alors, mais je crois que c'est plus intéressant presque, c'est être dans le système et essayer de briser un peu les plafonds de verre, de changer les choses, mais il faut être à l'intérieur du système pour changer les choses. Donc, voilà, je me suis remise dans le truc, j'ai fait pas mal de courts-métrages, j'ai eu des petits rôles à la télé, j'ai fait voilà, des séries comme Clem, enfin, voilà, tout un tas de trucs. Et puis un jour, je suis castée sauvagement via les réseaux sociaux par une directrice de casting italienne. Et elle me dit, on vous a repéré pour un premier rôle dans un long métrage. Et là, j'y crois pas du tout. Je me dis, mais n'importe quoi. Enfin, casté sur un long métrage produit. Enfin, pour moi, en fait, c'est c'est pas du tout comme ça devait se faire. Tu vois, moi, j'attendais le truc solennel, ton agent qui t'appelle et qui te dit, ouais, quelqu'un veut te voir, donc rendez-vous dans ce café-là, nanani, tu vois. La romance du truc, en fait, ça se passe pas du tout comme on l'imagine. Et je lui réponds pas. Et heureusement, elle me réécrit et là, donc, je la crois un peu plus. Et je lui demande qu'elle m'envoie le scénario. Je lis le scénario, ça me plaît. Je décide d'aller à Rome passer les essais. Et là, il y a un côté quand même où je me dis, voilà, je vais tomber dans un truc. Et en fait, c'est coup de cœur immédiat avec le réalisateur. Mais tu vois, de ces coups de cœur où tu dis, de toute façon, si c'est pas là, on fera un truc ensemble. Et puis, on était plusieurs à être en option. Et puis, voilà, ça s'est écrémé. Et c'est moi qui ai été choisie. Et là, là, ça y est, quoi. Tu entres dans le vif du sujet, on va dire. Parce que là, tu apprends à bosser 7-8 semaines d'affilée. Tu apprends voilà, à partir de chez toi aussi 7-8 semaines d'affilée. Tu apprends à travailler tous les jours, tu apprends tous les codes en fait du métier. Et puis après, après le deuxième rêve, c'est monter les marches de la Mostra de Venise pour présenter le film en ouverture. Donc là, c'est la couleur rouge du Camp Paris. Cette Mostra de Venise, c'est magique en fait. Voilà, et puis après, voilà, la dynamique s'est vraiment mise en route. Je crois qu'à partir de là, les choses après se font naturellement. C'est-à-dire que voilà, un projet appelle un autre projet. Là, j'attends qu'il y ait la fin du confinement pour aller tourner un nouveau film en Italie. J'espère bientôt. Et Tu peux nous en dire un peu plus sur le film? oui, avec plaisir, un peu plus, mais pas trop. Alors là, c'est un moyen métrage d'une réalisatrice qui m'a vue donc, dans Il Bene Mio. Et ça va parler du parcours d'une femme. J'espère revenir pour t'en parler. Le parcours d'une femme divisée entre la France et l'Italie. Voilà, donc ça sera le parcours de la réalisatrice et justement sa biculture, son approche cinématographique sur les deux pays, les questions qu'elle se pose, ça sera autour de toute sa vie. Elle rappelle également aussi un petit peu ta vie à toi, ce partage entre ces deux cultures, même si tu n'es pas Ouais, italienne, mais ça fait écho à ta absolument. histoire. Et évidemment, ouais, c'est ce qui l'a touchée quand on s'est parlé, je pense. En fait, en miroir, ouais. Et son tournage est prévu pour quand? Alors, il était prévu pour il y a un an. On l'a reporté déjà 2 fois. Mais je Bon. suis ravie parce qu'on retourne dans les Pouilles, qui est donc la terre du film Il Bene Mio. Bon, on espère que ce tournage pourra un jour avoir lieu. Oui, Et en tout cas, en attendant, on peut aussi t'écouter sur Radio France. Donc, tu es effectivement une voix de France pour la radio, d'où ton impeccable diction et ta capacité à te narrer avec autant de simplicité, sans bafouiller, etc. Moi, tu m'impressionnes. Comment ça s'est passé, cette opportunité de carrière-là pour toi? Comment tu as fait pour rentrer dans Radio France? alors ça vient de cette rage dont je parlais avant, c'est-à-dire, voilà, je suis fâchée avec cette façon de traiter l'image à l'écran. Donc je me dis, il faut que je crée, tu vois, dans ce truc-là de résilience, de transformation, il faut que je transforme ma colère dans quelque chose. Et c'est vrai que la voix, il y a quelque chose aussi de très familial. Mon grand-père était un des premiers journalistes radio au Maroc.
Il était aussi guide spirituel à Fès. La voix, les contes, la transmission par la parole, c'est quelque chose que j'ai connu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tant il y avait beaucoup de femmes illettrées dans ma lignée, mais on racontait les histoires. Elles avaient des voix incroyables. Elles pouvaient même illustrer certaines parties par des proverbes, par des chansons. Enfin, je veux dire, si tu as un doute sur quelque chose, tu vas voir ma mère et elle t'élucide le truc en un proverbe, quoi. C'est la plus grande poétesse du monde et elle n'a aucun diplôme. Et je suis ébahie parce qu'elle fait des rimes. Et puis en fait, je lui parle une demi-heure d'un problème à la con et elle va me dire 2 vers et j'ai la réponse. C'est magnifique. Et d'ailleurs, voilà, il faut que je fasse un truc avec elle. Et la cuisine aussi, c'est une transmission de plusieurs générations comme ça, tu vois. Il n'y a rien d'écrit. C'est comme si le solfège n'était pas écrit. Donc, il faut sauvegarder ce patrimoine. Donc, ça vient de ça. Et puis, donc, je m'inscris à une formation en voix. Et là, écoute, ça marche très vite, très naturellement. Donc, c'est un truc qui est à l'INA. Non, l'INA, ça viendra après. Pardon, là, c'est le CIFAP à Montreuil. Donc, petite classe, on fait des interviews, on apprend à écrire un programme idéal pour la radio. Et donc, en fin d'année, les profs sont super contents de ce que j'ai fait. Alors que moi, je faisais vraiment pour moi. Je me suis dit, je vais taper à la porte de radio associative, de trucs très locaux, de petits trucs pour commencer. Il n'y avait pas encore le podcast, évidemment. Et là, en fait, sans me prévenir, ils envoient ma maquette à Radio France. Et là, c'est oh, mais vous avez fait quoi? Ça va pas. Pour moi, c'est le Kremlin, quoi. Il y a un côté de moi qui veut et qui veut pas. Vraiment, c'est énorme. Et vraiment, 4 jours après, on m'appelle. Donc, c'est France Bleu qui m'appelle et qui me dit bah, vous tombez bien, il y a un chroniqueur qui vient d'être recruté à Canal+. Donc, on a besoin de quelqu'un immédiatement. Et en fait, je ne comprends pas. Et je dis presque au monsieur, mais non, c'est pas moi, vous êtes trompé. Il me dit, écoutez, c'est bien vous la maquette. Oui, mais bon, je m'excuse encore, tu vois, Violaine. Et finalement, bah, je plonge. Et là, ouais, c'est super parce que tu connais ça. C'est la voix, c'est exactement ce que tu fais là, avec ton micro. Écouter les autres, se poser, se rencontrer. Et à partir de là, ben, dans les couloirs de cette maison ronde, tu rencontres des gens. Et après, quelqu'un savait que je parlais l'italien. Donc, j'ai atterri à France Inter. À l'époque, Éric Valmire, qui est là, chef de l'information, était journaliste. Il était en poste à Rome. Et il avait besoin de quelqu'un pour coécrire une série pour la fin de son mandat en Italie. Donc là est née Ciao Ragazzi, une série radiophonique de 10 épisodes. C'était des cartes postales sonores italiennes. Donc là, j'ai bossé avec lui. Et puis après, bah, de fil en aiguille, un jour, en vrai, ce dont j'avais envie, tu vois, c'était d'écrire en fait, de petites niches comme ça, de petites équipes où il y a une qualité relationnelle en fait. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui marche bien là-bas, tu vois, dans des supports comme France Culture ou FIP. Alors là, FIP, je me dis, il faut que je prenne mon courage à 2 mains. Alors ça naît de la projection des autres. C'est-à-dire que quand je parle, les gens me disent, ouais, tu as une voix FIP, machin et tout. Et alors, évidemment, j'écoutais FIP parce que j'adore l'éclectisme musical. C'est comme si c'était la continuité du jukebox de mes parents dans le café, quoi. Il y a un peu de tout. Ça nourrit mon imaginaire. J'aime écrire en écoutant FIP. Et là, en fait, tu vois, en fait, des fois, tu manques de courage. Alors, c'est pas de courage, je pense. La peur, peut-être? Ouais, la peur, le manque de confiance. Ouais, la peur, elle est liée au désir. Le courage, je pense pas en avoir manqué, mais de confiance, oui. Et là, j'attends, tu vois, des trucs extrêmes. Donc, mon papa était très malade la dernière fois et bon, enfin, il était en fin de vie, je le comprenais pas vraiment, mais c'était vraiment très compliqué. J'avais fait un break dans ma vie de 6 mois pour être auprès de lui à l'hôpital. C'était à l'hôpital Georges Pompidou et pendant qu'il faisait ses siestes, donc je le lâchais pas et j'étais de sa fenêtre, on voyait
la montgolfière du parc André Citroën, monter, descendre, monter, descendre. Et de l'autre côté, il y avait Radio France. Et je savais que les bureaux de FIP étaient là-bas. Et un jour, je dis à mon père, tu sais, on voit FIP de loin et tout. Et puis, une des phrases qu'il a pu me dire avant de refaire un AVC, où il repère l'ordre des mots dans sa tête et tout. Et il me dit, n'aie pas peur, vas-y, quoi, il y a rien, quoi. Et il me dit ça, quelques jours avant, il avait fait un épisode de mort imminente. Et quand il est revenu, il était transformé. Et il m'a transmis des choses que je ne pourrais pas t'expliquer, mais je peux juste te dire que j'ai senti un truc dans le corps, vraiment. Il est parti et quand il est revenu, il m'a serré très fort je peux te dire que j'ai senti quelque chose que je ne peux pas expliquer aujourd'hui. En tout cas, il t'a donné cette envie de Ouais, t'écouter et d'y aller, quoi. de faire ça, effectivement. Et là, je me dis, mais de toute façon, il y a quoi à perdre, il y a quoi à gagner à part un oui. Le non, je l'ai déjà peut-être. Donc là, je fais une lettre et pour combler l'ennui de l'hôpital, donc j'imagine et j'écris une émission façon FIP. Je fais 2 heures de prog avec tous les titres que j'aime, Astor Piazzolla, de la musique italienne, de la musique orientale, et j'envoie ça à la direction. Et là, coup de chance, parce qu'il ne suffit pas que d'envoyer, il faut que ça, tu sais, au bon moment, quoi, le rendez-vous au bon moment. Et là, ils m'appellent, ils me disent, justement, on a besoin d'une remplaçante alors, on va vous faire des dates un peu ingrates, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et là, je fais, mon père décède le week-end des attentats du Bataclan. Et donc, après une période compliquée, hein, complexe, belle, voilà, dont je ne sors que depuis peu, en réalité, dans la compréhension, dans la digestion. Donc, on enterre mon père et il y a un soleil bleu pétant ce jour-là. D'ailleurs, je te jure, il y a un petit oiseau bleu qui s'est posé sur sa tombe quand on quitte la tombe. Et là, je sors, je pleure vers la sortie du cimetière et mon portable sonne et c'est le directeur de FIP. Et là, je dis, je veux pas perdre l'appel, donc je pleure, je réponds et il me dit bonjour. Sonia Mella, donc c'est pour vous proposer un premier essai le soir de Noël. Et là, mais tu sais, c'est un moment inoubliable de compréhension. Je crois que j'ai compris que le pire et le meilleur se côtoient toujours. Il y a quelque chose comme ça. J'oublierai jamais cette émotion. Alors, il a entendu le sanglot dans ma voix. Peut-être qu'il a cru que j'étais heureuse d'y être. Mais en tout cas, ce premier Noël qui était sans mon père, parce que c'était très symbolique avec lui, et je l'ai passé à FIP et puis après, ça ne s'est jamais arrêté. Et ça fait maintenant combien de temps? Ça fait 5 ans. Voilà, ça fait 5 ans d'apprentissage musical, de rencontres artistiques. Voilà. C'est effectivement une radio qui propose des musiques très variées, éclectiques. Pour terminer notre enregistrement, est-ce que tu pourrais me parler des femmes pour toi qui osent, qui t'ont inspiré, des figures féminines qui t'ont inspiré dans la vie, qui t'ont donné de l'énergie? Alors, il y en a plusieurs qui sont encore là, qui ne sont plus là. Il y a ma prof de danse qui s'appelle Elisa Freitas Machado, qui... je pense que pour moi, danser, c'était me réconcilier avec mes jambes. Il y a vraiment quelque chose dans mon ADN de migration, d'histoire, de fuite, de guerre, etc., où j'avais vraiment, vraiment des jambes pas très solides, quoi. Et danser, pour moi, c'était une manière de muscler mes jambes et de m'enraciner, de m'ancrer. Et donc, Elisa est une femme que j'adore, qui a osé parce qu'elle a ouvert la porte à tous ces prismes de créativité. C'est-à-dire que c'est une excellente prof de danse classique qui est née à Porto Alegre et quand elle arrive en France, d'ailleurs, avec les clichés, parce qu'elle a un nom brésilien, donc on lui proposait de donner des cours de carioca. C'est vraiment ça.
Et puis, elle m'a ouvert la porte aussi à l'univers de Jung. Carl Gustav Jung, c'est la psychologie moderne. Il est né en Suisse. Et en fait, j'ai commencé avec elle un travail d'auto-analyse des rêves. C'est-à-dire que la porte de mon inconscient est une route que j'ai décidé de suivre. Comme lui, comme beaucoup, comme aussi artistiquement, Federico Fellini avait son carnet de rêves et il écrivait ses films à partir de ses rêves. Donc c'est un super bouquin d'ailleurs qui est sorti, Carnet de rêves de Federico Fellini. Donc elle a osé quitter le Brésil et puis s'installer à Paris avec son fils et voilà, donc c'est beaucoup de belle énergie. Donc il y a Hannah Arendt, donc ces femmes voilà, très fortes qui sont debout, qui sont leaders comme ça d'une pensée philosophique. Plus proche de nous, véritablement des jeunes femmes comme tu as pu rencontrer, Estelle Meyer, qui osent, alors voilà, qui osent ce parcours vocal incroyable de femmes, d'appels chamaniques aussi, qui osent toutes ces expressions-là que j'adore. Et puis, il y a aussi il y a une figure très forte aussi, Clarice Lispector, qui est d'origine brésilienne, née en Ukraine. Et pareil, qui a été, comment dire, je crois qu'elles ont tout en commun de ne pas avoir fait de compromis avec leur parcours. Ouais, vraiment, c'est ça, de ne pas avoir fait de compromis, de jamais avoir travesti leur âme pour qui que ce soit. Être dans une intégrité totale, mais aussi dans une congruence, dans une exigence avec elle-même et les autres, et aussi de ce sentiment profond de faire les choses, mais pour soi au départ, pour soi. Et c'est parce que je l'ai fait pour moi et que je suis en contact avec cette chose-là que je vais parler aux autres. Et si ça ne parle pas aux autres, tant pis, je le fais pour moi. Et c'est ce qui me plaît un peu. Et aussi, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, il y a la réalisatrice Mai Wen, que j'adore, qui est aussi dans ça, voilà, je fais mes films, voilà, je fais, et je fais pour moi. Et elle a beau être, là, son dernier long métrage ADN a été vachement critiqué. On lui reprochait de faire un film qui règle ses comptes avec sa famille, mais ça part de soi forcément. Et puis une autre femme aussi que j'adore, c'est Juliette Binoche. Elle est dans la plasticité de sa vie. J'ai adoré l'écouter au temps où il y a 8 ans, elle a dit j'ai envie de danser. Et elle avait presque 50 ans. Elle a contacté Akram Khan, qui est un chorégraphe d'origine pakistanaise installé à Londres. Et puis, elle a dansé et elle a fait ce duo. En fait, tu vois, ça part vraiment des tripes, quoi. Ouais, oser, ça part des tripes, ça part de s'affranchir du regard des autres. Ouais. Là, vraiment, comme tu dis, pour soi. Cantonné à des rôles de femmes maghrébines, eh bien, tant pis, c'est pas grave, tu l'as contourné, détourné. Et aujourd'hui, tu as fait la Mostra de Venise. Enfin, absolument. Alors, tu as tout à fait raison, Violaine. Forcément, en contournant, j'ai fait un détour. C'est assez logique. Je sais que j'ai perdu des opportunités, mais j'en étais très consciente. Et en même temps, j'ai envie de dire que quelque part, tout s'est rattrapé dans Il Bene Mio. Il y a quelque chose comme ça. Donc, finalement, tu vois, c'est comme un loup, quoi. Tu renifles la route et tu te dis j'y vais pas, mais il y a quelque chose d'animal qu'il faut vraiment écouter, quoi. Et alors, s'affranchir, oui et non, je pense que c'est un peu des deux et c'est jamais tout ou rien. Je pense que tu vois, être passé par la fac, tu vois, cette année, je me suis réinscrite, j'ai validé un master en cinéma parce que je me suis toujours dit, il faut que je valide par le côté diplôme une compétence. Et maintenant que j'ai mon master, je m'autorise seulement à écrire mon film. Et il y a un copain producteur qui m'a dit, mais tu sais, Sonia, quand on lira ton scénario, on ne va pas regarder tes médailles, quoi. Et là, je me suis dit, ça serait bien, chiche, je jette tous mes diplômes à la poubelle et je recommence à zéro. Et en vrai, le zéro, c'est pas rien. C'est soi. Ouais, en tout cas, c'est vrai qu'avoir des diplômes peut être pour toi une sorte de garde-fou rassurant en te disant de toute façon, je
je m'appuie sur ses compétences parce que regardez, j'ai Ouais, une master. Mais en ouais, l'état, ouais, ouais. c'est rassurant. Et en France, on fonctionne beaucoup aussi par Ouais. ça. Si tu n'as pas tel ou tel diplôme, tu peux pas accéder à tel et tel, ou prétendre à tel ou tel salaire ou tel poste. Donc, c'est pas complètement déconnant du tout. Là, du coup, tu as déjà écrit des scénarios qui sont, voilà, en pourparlers avec des réalisateurs, enfin d'autres, des producteurs, des choses comme ça. Là, je suis sur la première version donc, de mon long métrage. Alors, il y a deux choses. Il y avait un espèce de truc comme ça de se dire, mon histoire mon histoire est importante et elle peut être intéressante. Il y a ça, il y a cette espèce de légitimité, tu vois. Donc là, j'écris, donc ça sera bien sûr autour de la mémoire, de la famille, etc. Je pense que c'est une manière de continuer à faire exister mon père aussi. Donc peut-être que je me ferai aussi critiquer, mais peu importe. En fait, c'est une urgence de le faire. Et en fait, j'ai goûté à ça. Je me suis dit, s'il y a un film à faire dans ma vie, ce sera celui-là. Voilà, qui parlera de ces mois écoulés à l'hôpital, de la mémoire, de ce que je sais, de ce que je ne sais pas de cette famille. Donc là, voilà, je me suis fait une promesse et en 2021, le scénario sera bouclé et je serai en prépa de tournage. Tu vas jouer donc ton rôle. Alors, il y a deux routes pour l'instant dont j'ai pas encore fait le choix. Donc, soit je joue dedans et je confie la réalisation à quelqu'un et peut-être qu'on pourra faire une co-réalisation, ou soit je réalise et c'est une autre actrice. Tu as déjà une idée? Oui, j'ai des envies, ouais. Des noms. Oh bah écoute, l'énergie de quelqu'un comme Estelle Meyer par exemple. Mhm. Affaire à suivre. En tout cas, moi, je te remercie énormément pour le temps passé, pour celles qui osent. Merci de nous suivre. Merci d'être une des premières à nous avoir fait confiance. Un grand, grand merci à toi, Sonia Mella. On te souhaite, eh bien, écoute, que tous tes projets se réalisent. Continue à noter tes rêves. Moi, je vais commencer parce que du coup, j'ai du boulot. En termes d'interprétation, en tout cas, je suis de celles qui croient en ses rêves et je crois qu'on a besoin aujourd'hui de rêver, de s'échapper un petit peu dans une atmosphère qui peut parfois être pesante, lourde. Donc merci à toi de nous apporter toute cette lumière, cette énergie, cette voix radieuse que je ne me lasse pas d'écouter. Merci, merci, merci. Cette interview vous a été proposée par le webzine Celle qui ose. Vous l'avez appréciée? Alors n'oubliez pas de noter le podcast et de nous laisser un commentaire. Remercions Christian Toucas pour le jingle, Morgane Caroline pour le montage, nos invités pour leur temps et bien sûr vous qui nous écoutez. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.